Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous renouveler votre fidélité sur Ozone Media. C'est la plateforme en 15 minutes et ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir un invité spécial arrivé tout droit des États-Unis, à peine atterri. Il nous fait l'amitié et la fraternité d'être là ce soir autour d'une thématique ô combien essentielle. J'ai nommé Monsieur Otélé, expert en finance. Bonsoir monsieur et bienvenue sur la plateforme en 15 minutes. Merci de m'accueillir. Bonsoir, Monsieur Mbega. Alors, nous allons questionner autour de la thématique les finances, la finance des marchés. La finance des marchés, un thème assez technique, assez scientifique, et nous avons l'opportunité d'avoir un expert qui nous donnera de détricoter, de déchiffrer, de décrypter, afin de tirer le meilleur. Pour le commun de mortels, c'est déjà quoi la finance des marchés? Ce concept nous renvoie à quoi? Alors, la finance des marchés, pour que tout le monde puisse comprendre, c'est le fonctionnement et les opérations sur les marchés financiers, notamment les opérations des émissions, les opérations de transactions euh, sur les titres de financement qui peuvent être des actions, qui peuvent être des obligations avec tout leur sous-jacent. Donc la finance des marchés s'oppose par opposition à la finance, à la corporate finance, c'est-à-dire que la finance d'entreprise. Vraiment, la finance des marchés, c'est tout ce qui va être sur les marchés financiers pour pouvoir à la fois financer les projets, financer des entreprises, le haut de capital des entreprises, etc. Donc la finance des marchés est une finance aujourd'hui qui est très importante, qu'on trouve dans toutes les économies modernes, à travers des bourses de valeurs, à travers des banques qui peuvent faire des financements structurés, etc. Alors, en quoi consiste la structuration de la finance des marchés? En quoi, de quoi est constituée, de quoi est structurée la finance des marchés? Alors, la finance des marchés est une finance particulière, technique, qui relève de l'ingénierie financière, où il y a beaucoup de produits qui circulent. Je vais vous prendre un exemple. Le marché obligataire. Vous avez par exemple le Forex, c'est le plus grand marché au monde. C'est le marché d'échange des devises. Les devises, les différentes devises qui existent, le dollar, l'euro, le yen, le yuan, etc., sont échangées le marché du Forex. Alors, vous avez également le marché obligataire. Et le marché obligataire, par exemple, qui est le marché de la dette, est un marché très important. Nous sommes actuellement dans une situation presque de cacophonie économique avec les annonces des États-Unis sur l'augmentation des tarifs douaniers, une forme de yo-yo où on a annoncé qu'on allait surtaxer. Puisque vous en parlez sans vous couper dans la coulée de votre développement, quel est l'incident de l'attitude de Monsieur Trump, président des États-Unis, avec ces taxes et ces surtaxes? Alors, Dieu me garde de pouvoir parler du président Trump, mais plutôt de sa politique économique. Et la politique économique aujourd'hui, sa politique économique est notamment jugée par les Américains qui l'ont élu. Et l'un des éléments aujourd'hui, c'est la grande bataille qui existe en interne entre lui et, par exemple, le président de la Fed, la Federal Reserve, la Banque centrale américaine. Aujourd'hui, la Banque centrale américaine la Banque centrale a eu deux fonctions principales. Un, la stabilité des prix. Deux, le plein emploi, créer des emplois. Et dans ce cadre-là, le président Trump, par exemple, pour soutenir sa politique douanière, a décidé, a demandé que la Fed puisse baisser ses taux. Or, la Fed dit, je ne peux pas baisser les taux. La Fed dit, je ne peux pas baisser les taux. Pourquoi? Parce que l'une de mes missions, c'est de lutter contre la hausse des prix, donc l'inflation, de combattre l'inflation. Si je baisse les taux, il y aura l'inflation. Or, la réponse inflationniste est une réponse budgétaire. C'est-à-dire que quand il y a inflation, il faut augmenter les taux. Il faut augmenter les taux pour rendre la monnaie, l'accès au crédit, beaucoup plus difficile. Et lorsque c'est beaucoup plus difficile, entre guillemets,
On a donc la problématique de l'offre et la demande qui est jugulée, de telle sorte qu'il n'y a pas une très grosse circulation monétaire. Alors, c'est une forme donc de régulateur. Bien entendu, c'est une forme de régulateur. Et là-dessus, donc, la Fed dit, nous ne pouvons pas augmenter. Donc, l'une des conséquences, donc, de la politique d'augmentation des droits de douane, même si elle a réussi aux États-Unis dans les années 1900, début des années 1900, mais aujourd'hui, avec l'OMC, avec l'interdépendance des États, je vous disais tout à l'heure, quand je voulais vous prendre l'exemple des marchés financiers, des grands marchés financiers, le marché de la dette, par exemple, le marché obligataire, les États-Unis, c'est 29 000 milliards de dollars. 29 000 milliards de dollars où les investisseurs ont commencé à avoir peur, à se retirer, et il y a eu une sorte de fragilité, vulnérabilité, la dette qui a eu pour impact quoi? Ben, la baisse du dollar, la baisse également du baril de pétrole, parce que les investisseurs ont anticipé une croissance qui allait être en deçà de celle qui a été prévue. Et donc, les conséquences sont nombreuses, on peut les analyser, même ici chez nous, puisque cette inflation, nous avons souvent de l'inflation importée. L'inflation américaine, qui est la première puissance mondiale, première puissance économique mondiale, va forcément impacter toute l'économie mondiale. Elle va impacter l'économie mondiale, elle va impacter le consommateur américain parce que la croissance de l'Amérique, la croissance économique de l'Amérique, la relance de la croissance Amérique, Make America Great Again, est basée sur la consommation des ménages. Or, la consommation des ménages est corrélée à leurs revenus. Plus ils ont des revenus, plus ils vont consommer. Or, avec des douanes, un montant de douane beaucoup plus élevé, il y a un risque, c'est ce que disent la plupart des analystes, il y a un risque qu'il y ait moins de revenus parce que les prix vont augmenter. Et si les prix vont augmenter et que les revenus n'ont pas augmenté de manière significative, de manière à ce qu'il y ait une augmentation presque équivalente, alors il va y avoir un déséquilibre entre les revenus et les prix, donc un certain appauvrissement de la population. Puisque vous parlez de ces mécanismes-là, je voudrais me faire la voix des sans-voix, parce que depuis ma naissance, j'ai longtemps dépassé la cinquantaine aujourd'hui. À quand la fin de cette affaire des dettes pour l'Afrique? L'Afrique est endettée, l'Afrique est endettée, le Cameroun est endetté. À quand la fin de cette dette? Elle ne finit pas. Je veux parler comme la grand-mère. Alors, je vais vous surprendre. Je vais vraiment vous surprendre. L'Afrique n'est pas endettée du tout. C'est la première fois d'entendre. L'Afrique n'est pas endettée. Je vais vous expliquer pourquoi. L'Afrique n'est pas endettée parce que la dette publique mondiale, aujourd'hui, est de 100 000 milliards de dollars. La dette mondiale, publique plus privée, est de 300 000 milliards de dollars. Et la dette de l'Afrique, de toute l'Afrique, dans cette dette globale, est de 0,4%. Comprenez? 0,4%. Nous ne représentons rien. Le problème de la dette africaine, c'est plutôt la question qu'il faut se poser. Est-ce que la dette, celle que nous avons, est une bonne dette ou une mauvaise dette? Une bonne dette est celle qui finance des projets rentables sur le long terme. Une mauvaise dette, c'est celle qui a souvent financé des projets des éléphants blancs. Dans quel chapitre situé dans l'Afrique? Des éléphants blancs chez nous, des projets qui n'ont pas été étudiés, qui n'ont pas atteint la maturité pour pouvoir être implémentés. Prenons le cas du Cameroun. La dette du Cameroun est à peu près de 43% de son PIB. 43% de son PIB, le critère de convergence que j'ai toujours dit, moi, de manière scientifique, de 70% dans la zone CEMAC ne correspond à rien. Il ne correspond strictement à rien. Parce que si vous le prenez de manière comparative, le pays le plus endetté au monde, c'est le Japon. La dette du Japon, c'est 240% de son PIB. Mais sauf qu'elle a une spécificité. La dette du Japon est détenue par les Japonais, par les nationaux. Pas de risque de change. Il n'y a pas de risque de change. Qui plus est, c'est une dette qui a permis à l'État de pouvoir se construire en permettant aux PME locales de pouvoir travailler. D'accord? Donc, quand vous prenez donc 43%, qui n'est pas encore le critère de convergence, il faut qu'on applique d'autres ratios. D'autres ratios, par exemple, pour voir le service de la dette par rapport à nos recettes propres.
pour voir si nous tenons. Si avec rien que nos ressources propres, nous pouvons rembourser notre dette. Nous pouvons rembourser notre dette même lorsqu'elle a été une mauvaise dette. Quand vous prenez l'exemple de notre autoroute qui est en construction, qu'on a construit que 60 km en 12 ans, et qu'on s'est endetté pour cela, et qu'on doit aujourd'hui reprendre une dette pour continuer, pour financer l'autoroute, vous comprenez que la dette a été mal négociée. Parce que le montant d'il y a 12 ans ne sera pas le montant d'aujourd'hui. Les taux d'intérêt d'il y a 12 ans ne seront pas les taux d'intérêt d'aujourd'hui. Ça flambe. Alors, donc, pour moi, la dette, l'Afrique n'est même pas du tout endettée. L'Afrique doit s'endetter parce que la BAD nous dit qu'il faut à peu près, chaque année à l'Afrique des centaines de milliards de dollars pour pouvoir financer ces infrastructures. Les infrastructures de développement pour lutter contre la pauvreté, les infrastructures de développement pour amener un certain niveau de croissance et de revenus à nos populations. Ouais? Donc, je ne suis pas sûr qu'on doit continuer à dire que l'Afrique est endettée. On doit se demander quelle est la dette. À quoi a servi la dette qui jusque-là a été contractée par les pays africains? Je finis par là. Le budget de l'État du Cameroun, le principal poste de dépenses de cette année, l'année précédente et les autres années, c'est la dette. C'est le remboursement de la dette. C'est le remboursement de la dette. Mais si vous, en tant que Camerounais, on vous demande à quoi a servi la dette dans ce pays, est-ce que vous pouvez montrer les réalisations? Oui, c'est un barrage, mais nous ne sommes pas en situation de pleine exploitation de ces barrages-là non plus. On a des coupures de courant intempestives, systématiques. Donc, il y a eu un certain nombre de choses, de bonnes choses qui ont été financées. On a pris la dette pour construire des stades. Est-ce que c'était une bonne dette? Est-ce qu'on devrait avoir... C'était un mauvais investissement? C'était un mauvais investissement, construire des stades? Est-ce qu'on doit avoir 2 stades? Quand on sait ce que représente le sport pour l'opinion publique camerounaise. Quel est l'impact du sport, du football au niveau du PIB de notre pays? 0? Il est nul. 0? Alors, donc, pourquoi voulez-vous avoir 2 stades à Yaoundé? 2 grands stades à Yaoundé? 2 grands stades à Douala? La faute donc à qui? À nos politiques publiques ou à... Mais c'est pas une question, il faut pas voir le problème en termes de faute. C'est quels sont les choix économiques que nous opérons? Comment sont-ils analysés? Pourquoi peut-on prendre la décision d'avoir 2 stades à Yaoundé? Et que depuis la fin de la Coupe d'Afrique des Nations, aucune compétition, aucun événement n'a eu lieu au stade d'Olembe, par exemple. Alors, toujours dans la même foulée de ce chapitre sur la finance des marchés, la problématique de notre monnaie, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'elle n'est pas une forme de pesanteur qui nous tire vers le bas, puisque nous n'avons pas de monnaie? Certains disent que nous n'avons qu'une monnaie de nom, de façade. Faudrait-il coûte que coûte en créer une? Alors, ou rester dans ce statu quo qui prévaut en ce moment? Alors, je vais encore vous surprendre. Le débat sur la monnaie est un débat technique. C'est pas un débat émotionnel. C'est pas un débat civilisationnel. C'est un débat technique. À quoi sert la monnaie? Première question. C'est ça à laquelle il faut répondre. Est-ce qu'aujourd'hui, la monnaie, notre monnaie, le franc CFA, adossé, garanti par l'euro, est un frein à nos développements? Ou est-ce que nous avons, ou alors, est-ce que nous avons des problèmes plutôt de politique, d'orientation économique, de choix, d'investissement, surtout de patriotisme économique? Monsieur Béga, le taux de perdition dû à la corruption, dû au détournement des deniers publics dans nos pays est supérieur, largement supérieur aux fonds qui sont consacrés à l'investissement dans le pays. Donc, la monnaie pour moi n'est pas le problème. La monnaie doit être discutée plus tard pour des questions, dit-on, de souveraineté. Mais juste ça, ça ne me pose pas de souveraineté. Parce que regardez un peu aujourd'hui, lorsque nous empruntons en dollars, nous empruntons en euros. Mais lorsque nous empruntons en euros, nous n'avons pas de problème au niveau d'échange. Nous n'avons pas de problème
au niveau de mettre en place, par exemple, des swaps de taux, des produits de couverture, par exemple, pour couvrir. Mais lorsque nous faisons le dollar, qui est livré à des fluctuations infinies, permanentes, nous sommes obligés de pouvoir se couvrir. Actuellement, et c'est ce qui est intéressant, on finira peut-être pas là, c'est de dire que si le dollar est bas suite aux décisions du président Trump, c'est pour nous l'occasion de rembourser notre dette. Parce que si c'est bas, nous remboursons moins. comme quoi à quelque chose, malheur est bon. Peut-être, nous remboursons moins. Mais sauf qu'il faut avoir la trésorerie à ce moment-là. Et est-ce que nous avons de la trésorerie? Est-ce que nous avons suffisamment de réserves de change? Et les réserves de change que nous devons avoir ne sont Et pour sortir rapidement, parlant des réserves d'échange, qu'est-ce que vous dites donc pour sortir en 1 minute sur l'inclusion financière? Via l'inclusion financière, est-ce qu'on ne peut pas rattraper ces petites... Non. Ces petits ratés? Alors, nous avons des grands mots comme ça que nous utilisons chez nous, l'inclusion financière, la résilience, etc., etc., mais qui veulent strictement rien dire. Les réserves de change, c'est quoi? Allez, faisons du béaba. Monsieur Béga, vous vivez à Douala. À Douala, vous utilisez, allez, le franc Douala. Je vis à Yaoundé, j'utilise à Yaoundé le franc Yaoundé. Et j'achète des marchandises chez vous. Donc, pour que j'achète des marchandises chez vous, il faut que j'ai le franc Douala. Or, pour avoir le franc Douala, il faudrait que moi-même, je vous ai vendu des marchandises que vous me payez en franc Douala. Donc, la réserve de change est également corrélée, étroitement corrélée à la capacité d'exportation de nos pays. Or, nous importons systématiquement et nous importons tout. Il faut complètement repenser nos systèmes économiques. C'est ce que le président Trump essaye de faire, mais d'une manière très violente. C'est du protectionnisme. Il veut relancer l'industrie américaine. Il veut relancer la production américaine. Mais sauf que pour lancer la production américaine, il va falloir régler un certain nombre de préalables. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été à l'écoute d'Ozone. C'était la plateforme en 15 minutes. Penser, c'est penser. Penser une nouvelle vie, penser une nouvelle nation. Mesdames, Messieurs, merci de rester scotchés et ne manquez pas de liker tous les jours et de vous connecter à Ozone Média. Bonsoir.